Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je suis coach en communication. Dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer comment se vendre en 2 minutes. Écoutez, il y a 2 hypothèses. Soit Emmanuel Macron a déjà choisi. On n'est pas sorti de l'auberge très clairement, ça va continuer. Soit il n'a pas encore choisi et je suis disponible pour le rencontrer. Il faut quelqu'un qui parle à tout le monde, qui n'a pas d'ennemis. Parlez-moi de vous plutôt. Je pense être une femme de rassemblement. Et puis, bien sûr, je connais bien l'appareil d'État. Je travaillais 7 ans près de François Mitterrand pour apprendre le métier, justement. J'ai été 4 mandats députée. J'ai présidé une région pendant 10 ans. J'étais plusieurs fois ministre. J'ai négocié la COP 21, les relations internationales sur le climat. Elle a beaucoup travaillé aussi. On se demande même si finalement, tout ça, c'est pas une opération aussi de vaste communication, potentiellement un peu d'enfumage. Non, mais vous savez, je ne demande rien. Moi, je suis quelqu'un de très poli, de respectueux. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Mais quelle guerre. Vous imaginez le suspense? Cela fait 50 jours qu'on ne dort plus, qu'on ne mange plus, qu'on ne respire plus. La France est sans chef de gouvernement. Mais comment peut-on arriver à survivre sans chef de gouvernement? Et pourtant, on arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, chaque jour, les candidats, les supplications, je suis prêt de faire de dons de ma personne à la France, etc., etc. On va parler notamment avec le politologue Benjamin Morel. Et puis, on va parler aussi de ces commerces, de ces consommations hallucinantes. Par exemple, des simili-pénis dans les culottes des petites filles. Ça veut dire quoi? Eh ben, on va en parler. Et on va surtout parler de ce qui se passe avec les mises en étiquette de l'homosexualité par rapport aux disponibilités du genre, avec Johan Poher qui vient de fonder le collectif Eros. On va en parler avec lui, et pour montrer qu'il faut arrêter avec ce commerce tout à fait, je dirais, odieux et tout à fait lamentable des étiquettes qui essayent d'enfermer les gens. Et puis le maire de Metz qui veut créer des places de voitures spéciales pour les femmes pour empêcher les viols. Alors voilà, il y aura des parkings spéciaux pour femmes, etc., etc. Et puis en seconde partie de l'émission, on va recevoir quelqu'un qui a fait un livre, une somme vraiment, c'est l'écrivain essayiste Mohamed Sifawi, qui a écrit un livre sur le Hamas, une enquête très 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 forte, très approfondie sur le mouvement Hamas, et on va le recevoir et on va en parler de cela. Et vous savez très très bien quelle aujourd'hui la place qu'occupe le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et seulement et dans les consciences, et dans les guerres, et dans les drames. Eh bien, ce livre fait la somme du mouvement qui a été au cœur de tout cela. À tout de suite avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point le suspense, l'angoisse, on n'attend pas Godot, on attend qui? On attend. Et alors je vous parle, on ne sait toujours pas. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza, Nino Ferrer. Ferrer. Et vous n'avez pas vu le Premier ministre, André. Ça fait 50 jours sans Premier ministre. Il y a eu des noms qui ont circulé et qui circulent encore. Il y a même eu certains ou certaines qui ont postulé. Mais alors, André, ce Premier ministre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Effectivement, on peut se poser la question. Donc, comme vous avez dit, Marie, effectivement, cela fait 50 jours que Monsieur Attal, Gabriel de son prénom, a démissionné, dont très exactement le 16 juillet. Bien. Mais, comme vous le savez, il expédie, comme son gouvernement, les affaires courantes. Et les affaires courantes, c'est des ventes d'armes, c'est le budget, etc. Alors, déjà, il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire ils ont démissionné, mais ce sont eux qui font la politique de la nation, puisque il y a personne d'autre. Donc déjà, c'est très 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 intéressant. Autre chose absolument surréaliste, c'est les noms qui sont lancés. Vous voyez, c'est véritablement, je vais vous dire, en tout cas, c'est beaucoup plus perfectionné que l'élection du pape au Vatican. Au Vatican, les évêques, les archevêques votent, et puis il y a une fumée blanche, habemus papam. Et là, on se dit, mais quand habemus premier ministram? On ne sait pas parce que
personne ne peut voter, il y a un super archevêque qui décide, c'est l'archevêque Emmanuel Macron, le seul qui décide. Donc, on fait défiler les noms. Bernard Cazeneuve, Thierry Baudet, Xavier Bertrand, éventuellement David Lisnard, et puis il y a ceux, quand même, il faut en parler, qui se proposent eux-mêmes. Et oui, on en a parlé hier, Marie, vous vous rappelez, auditeur Sud Radio, vous vous rappelez, on en a parlé. C'est quand même un bon poste, c'est intéressant, chauffeur à vie, garde du corps à vie, enfin bon, tout ça est intéressant, et puis voilà, mais on ne sait pas encore parce qu'il n'y a plus de majorité, et dès qu'il y a un nom qui paraît, on voit très 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 bien, rappelez-vous, on dit, ah, si c'est elle ou si c'est lui, eh ben on censure. Disent le RN, ou disent LFI, ou disent ceci. Rappelez-vous l'épisode Lucie Casté, qui, ça y est, la gauche a gagné, c'est nous qu'on veut le Premier ministre, et c'est nous qu'on le choisit. Et le RN disait, mais comment, c'est nous qu'on a eu le maximum d'électeurs, de votants, donc c'est nous qui choisissons, etc., etc. Et puis il y a ceux, il faut se dire, et c'est très très beau, parce que ces poétiques-là, qui se présentent eux-mêmes, voilà, qui font don de leur qui sont prêts à faire le don de leur personne à la France. Par exemple, Ségolène Royal. Écoutez, Ségolène Royal. Écoutez, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron a déjà choisi son Premier ministre et teste sur un nom qu'il a déjà choisi, soit il l'a pas encore choisi, et je suis disponible pour le rencontrer. Même si c'est pas moi qui suis choisi, parce que c'est toujours intéressant quand même de faire un dialogue, d'apporter un certain... Oui, et puis un point de vue. Eh oui, un point de vue, c'est vrai, Ségolène, c'est vrai, voilà. Ils sont tous prêts, ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce bruit, on cherche un Premier ministre. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes politologue, vous êtes maître de conférence à Paris 2. Et dites-moi, cette situation, est-ce qu'elle est inédite ? Je parle au politologue que vous êtes. Est-ce qu'elle est inédite en France ou elle a déjà existé ? Je parle sur la durée et la longueur d'un Premier ministre ou d'un gouvernement à nommer. Alors du point de vue de la longueur, on a un record qui a été battu en 1962 plutôt, parce qu'à l'époque, vous savez que vous avez un gouvernement Pompidou qui est renversé par l'Assemblée. Que fait le général de Gaulle ? Il est sous l'Assemblée nationale et il refuse la démission de Pompidou, sauf qu'il n'a pas juridiquement le droit de refuser cette démission. Donc ça va durer pendant 62 jours. Mais de Gaulle sait déjà qu'il va renommer Pompidou derrière, donc on n'a pas cette attente. C'est uniquement, je dirais, une expédition des affaires courantes au sens juridique. Ouais. Donc, en effet, cette aussi longue attente en vue de nommer un Premier ministre sous la 5e ou un président du Conseil sous les républiques précédentes, c'est depuis 1875 assez inédit. Ah oui, 1875, oui, c'est quand même intéressant. Et alors justement, Benjamin Morel, moi, ce qui m'a frappé dans cela, c'est que de toute façon, les affaires courantes sont expédiées. De toute façon, effectivement, la France continue de tourner, plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, plus ou moins mal, mais elle tourne. Est-ce que à votre avis, sans faire des spéculations psychologiques quand même, est-ce que cette situation peut encore durer, pourquoi pas une semaine, 2 semaines, voire jusqu'à Pâques et la Trinité ? Alors, juridiquement, ça peut durer. Juridiquement, on peut toujours avoir une expédition des affaires courantes, étant donné que l'expédition des affaires courantes, sa définition est extensive. Autrement dit, plus ça dure longtemps, plus il y a des choses qu'on peut faire pour des raisons d'urgence, de continuité de la vie de la nation. Et donc, on peut avoir un gouvernement de quasi plein exercice si vous faites durer ça ad vitam aeternam. C'est pas souhaitable, mais juridiquement, c'est pas forcément un problème. Politiquement, ça l'est un peu plus. Et ça l'est également budgétairement. Pourquoi ? Parce que si vous laissez encore traîner le truc, ça veut dire que vous savez qu'on doit déposer un budget le 1er octobre. Si jamais vous nommez un gouvernement l'avant-veille du 1er octobre, il n'aura pas le temps de modifier ce budget. Donc il portera un budget, l'ADN de sa politique, qu'il n'a pas préparé. Si jamais vous le nommez après, ça veut dire que vous avez un gouvernement qui devra assumer un budget qu'il n'a pas du tout préparé et qui peut mener potentiellement à sa censure. Donc pour cette raison-là, il faut qu'on ait un gouvernement assez rapidement, qu'on voit s'il subit l'épreuve du fait, autrement dit s'il peut tenir une motion de censure, en espérant ensuite rentrer dans la période budgétaire de manière, si ce n'est sereine, en tout cas un peu moins folle. Mais c'est intéressant, Benjamin Morel, parce que si on vous écoute, effectivement, il y a un paradoxe étincelant. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire, écoutez, juridiquement, on peut continuer comme ça, préparer le budget, etc., puisque on voit très 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 bien que de son point de vue, Macron est, je dirais, à l'insu de son plein gré, aidé par l'absence de majorité parlementaire, puisque
tous les jours, ce qu'on entend, on voit quelqu'un qui arrive et tel ou tel groupe parlementaire dit « Ah, mais si c'est lui, on vote la censure. Et si c'est lui, on vote la censure. » On a l'impression que ce petit jeu, je ne sais pas, on va pas faire de prédiction, va durer ou pas, mais enfin, c'est un petit jeu qui arrange un certain nombre de personnes, dont peut-être le président de la République. Peut-être, mais à moyen terme, ça peut devenir un vrai problème. Parce que, encore une fois, le gouvernement, quel qu'il soit, va faire assez peu de choses, en fait, pendant 8 mois. Hein. C'est-à-dire qu'il va... il doit faire le budget, vous le dites vous-même, Benjamin Morel. C'est-à-dire, il ne va pas faire grand-chose, sauf le budget. Le budget, c'est le nerf de la guerre. Or, il faut bien comprendre que quand on s'amuse en sciences politiques à classer les groupes politiques entre la majorité et l'opposition, le critère qu'on retient, c'est le budget. Un groupe de la majorité vote le budget. Un groupe de l'opposition ne vote pas le budget. Qui sera la majorité d'un futur gouvernement ? Si jamais vous faites un ensemble trop fragile, si vous n'avez pas de gouvernement, si le truc est instable, ça veut dire que votre budget ne passe pas. Or, le budget, derrière, il y a le traitement des fonctionnaires, le fonctionnement des services publics, le prélèvement des impôts. Ça, on pourrait s'en passer, sauf qu'ensuite, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, etc. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Donc, pour cette raison-là, on va avoir besoin d'un budget, on va avoir surtout besoin d'une majorité pour le voter. Cette majorité-là, aujourd'hui, n'existe pas. Mais c'est-à-dire, si je vous comprends bien, bon, ok, il choisit un gouvernement, mais ce gouvernement peut être aussi renversé dans un mois, dans un an. Enfin, je veux dire, il peut aussi, puisqu'il n'y a pas de majorité stable, c'est un gouvernement qui va être instable. Je ne dis pas une chambre ingouvernable, mais un gouvernement par essence instable. Alors ça peut en effet être un gouvernement très instable. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se figurer forcément une stabilité gouvernementale comme on a pu la connaître ces dernières décennies depuis 1962. En fait, on peut avoir des gouvernements, on peut avoir un gouvernement technique, d'union nationale qui tient tant de le budget, parce qu'encore une fois, impératif. Et ensuite, on peut avoir des expériences plus politiques à partir de la fin de l'hiver et du début du printemps. On peut avoir des variations et on peut avoir des essais également. Admettons que Emmanuel Macron veuille nommer, hypothèse d'aujourd'hui, Xavier Bertrand. Eh bien, c'en était une autre. Ça tombe au bout de 2 jours, parce que le RN vote la motion de censure. Derrière, on peut avoir un autre gouvernement nommé, et jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement relativement stable pour porter le budget, on peut avoir un jeu d'essais-erreurs. On aurait dû avoir, en fait, un jeu d'essais et d'erreurs dès le mois de juillet. C'est-à-dire que c'est qu'on a perdu du temps. C'est pas un hasard si dans ce pays on fait des élections au printemps. Si on les fait au printemps, c'est pour que le gouvernement qui tient ait le temps de préparer le budget. Donc on aurait dû jouer à ça début juillet. Maintenant, il est un peu tard parce que réellement, et on y revient, le tic-tac budgétaire, il commence à passer dans le rouge. Oui, l'épée de Damoclès. Mais comme vous dites, effectivement, on est dans une situation tout à fait, je ne dirais pas inédite complètement, mais presque. On a l'impression, quelque part, et quand on voit, vous savez, le jeu des candidatures, etc., est-ce qu'il n'y a pas quand même un parfum 4e République dans ce qui se passe en ce moment ? Alors ça ressemble beaucoup à la 4e République. Vous savez, la 4e République, on dit beaucoup, la Constitution n'allait pas. La Constitution de la 4e République, c'est une Constitution très classique des régimes parlementaires d'après-guerre. Vous trouvez peu ou prou les mêmes choses en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Le problème de la 4e République, il est beaucoup plus politique. À partir de 1947, on ne peut plus s'allier avec les communistes. Et ils pèsent à l'époque jusqu'à 30% des voix. À partir de 1946, on ne peut plus s'allier avec les gaullistes. Or, les gaullistes pèsent 15% des voix. Donc, vous gouvernez sur une minorité de votre hémicycle. Aujourd'hui, on fait la même chose. On dit, on ne gouverne pas avec le RN, on ne gouverne pas avec l'AFI. Sur principe, pourquoi pas, c'est pas une question de principe. Seulement, dès lors, la seule majorité qui tient, si vous excluez et le RN et l'AFI, c'est une majorité qui va arithmétiquement, c'est des maths, d'Europe Écologie Les Verts à LR. Et donc, entre Europe Écologie Les Verts et LR, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus. Vous comprenez bien que de telles majorités, ce sont des majorités très fragiles. Donc, si on a quelque chose qui tient demain, c'est parce que des socialistes et des écologistes auront, à leurs dépens, parce que lors d'une prochaine législative, ils le paieront très cher, auront le pont avec LFI, ou bien que le RN s'abstiendra de voter les motions de censure, mais s'il le fait, il ne le fera pas gratuitement, il posera ses conditions, et même si on s'en gardera, si on dira c'est pas vrai, etc., c'est la définition d'un soutien sans participation. Donc autrement dit, le gouvernement tiendra grâce au soutien du Rassemblement national. Oui, c'est vraiment très intéressant par rapport effectivement aux effets et aux causes perverses. Moi si vous voulez, aujourd'hui il y a un parti majoritaire, c'est Emmanuel Macron.
c'est lui le majoritaire. Enfin, je veux dire, pas constitutionnellement. Et on a l'impression, si vous voulez, vous savez, c'est la phrase de Lichtenberg, un couteau sans lame auquel il manque le manche. On a l'impression que le pouvoir législatif, après tout, gouvernement, détermine et conduit, vous savez mieux que moi, la politique de la nation. Et là, aujourd'hui, eh ben... on a presque l'impression, honnêtement, d'une lutte de fantômes. Alors, c'est pas ça, on le sait, mais quand même, ça traduit quand même un état... Benjamin Morel, je ne sais pas si vous sentez quand même une certaine décomposition, d'une décomposition certaine. Ça traduit en effet un tâtonnement dans une situation politique compliquée, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire une décomposition de la vie politique bien plus que des institutions, même s'il y a des trucs à changer du point de vue des institutions. Mais notre problème actuellement n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème politique, c'est un problème à deux endroits. Le premier, on l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a deux forces très polarisées, mais en même temps quasi majoritaires à L2, avec lesquelles on ne peut pas gouverner. Et de l'autre côté, vous avez un président de la République qui veut garder la main. Le problème, c'est qu'en tentant de garder la main, il rend encore plus difficile la possibilité de construire une majorité qu'aurait fait un président allemand, un roi des Belges, un roi d'Espagne. Il n'aurait pas dit ce que fait Emmanuel Macron dans sa lettre du 10 juillet. Alors, pas la FI, pas le RN. Donc, votre coalition a forcément 2 LV et LR. Et c'est moi qui vais choisir le Premier ministre, un Premier ministre qui devrait vous plaire. Non, en fait, qu'aurait fait un roi des Belges ou un président allemand? Il aurait demandé à Lucie Questé, trouvez-moi 289 députés. Si vous trouvez 289 députés, je vous nomme Premier ministre. Ça dure 15 jours. Au bout de 15 jours, il ne les a pas trouvés. Il va voir Bernard Cazeneuve, il lui demande la même chose. Si ça n'a pas marché, il passe à Xavier Bertrand. Ça n'a pas marché, il passe à un autre jusqu'à ce que quelqu'un lui ramène 289 députés avec un embryon. Et là, il le nomme. Là, en se faisant le négociateur en chef, alors qu'il est porteur d'un bilan, ce qui n'est pas le cas d'un président allemand ou italien, qu'il est le chef officieux, même si contesté, d'un parti politique, Renaissance, eh bien, il participe à l'enlisement de la situation. Et forcément, le problème du gouvernement demain, c'est qu'il sera responsable devant le Parlement et que son vrai patron, ce sera le Parlement. En voulant rester le patron du gouvernement. Et ce patron est divisé, amputé et boxe avec avec un bras en écharpe. Dernière chose, petit point, Benjamin Morel, c'est le moment que choisit Édouard Philippe pour annoncer sa candidature à la présidentielle avec moins de 3 ans à l'avance, quoi. Oui, avec des mots qui sont très similaires à ceux de Pompidou en 1969. Donc, il y a un petit côté is no good là, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de forcer le destin, considérant que peut-être ça ne pourrait pas tenir pendant encore 3 ans. Ce qui est très discutable. Je doute qu'Emmanuel Macron ait très envie de démissionner. Et pour des raisons constitutionnelles sur lesquelles on peut revenir, la destitution n'est très clairement pas à l'ordre du jour, même si elle sera peut-être discutée après la proposition de la FI, mais ça n'arrivera pas. Ce sont les ambitions qui sont là. Merci Benjamin Morel. Merci. Merci à vous. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et où on va parler de micro-pénis. Non, ne vous alarmez pas, je vous assure, ça ne devient pas une émission X. Mais quand même, c'est un fait de société, comme on dit dans notre jargon. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Afin de nous ôter nos complexes au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Eh oui, Pierre Perret, oui, mais il ne pensait pas, lui, à l'époque où il a écrit le Zizi, cette chanson qui a triomphé, qu'on ferait des cours sur la fellation et l'anulinguis à des gosses de 7-8 ans. C'était pas tout à fait ça à l'époque. Mais pourquoi on en parle? Parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur les étiquettes et la mise en étiquette. Et j'en parlais, cette espèce de totalitarisme, je dirais. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis et qui a attiré notre attention, c'est qu'aux États-Unis, il existe un marché qui encourage les parents à acheter des simili-pénis pour les fourrer dans les culottes de leur petite fille. Voilà. Mais pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, oui, parce que voilà, si elles ont envie de changer de genre, eh bien, comme ça, elles peuvent se préparer. Yoann Poher, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour, vous avez déjà reçu, d'ailleurs avec plaisir, vous êtes fondateur et président du collectif Eros,
qui justement, qui revendiquait une homosexualité débarrassée de la doxa, débarrassée des clichés, et surtout en ce moment qui l'entoure de diverses manières et pas toujours les plus plaisantes. Mais cette histoire, c'est quoi? Ça traduit quoi? Parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. Alors oui, c'est aux États-Unis. Donc c'est une vidéo qui circulait sur les réseaux. C'est une dame qui brandit un micro-pénis en caoutchouc. Donc je me suis dit pourquoi faire? Et en fait, c'est hyper sordide l'histoire qu'il y a derrière tout ça. C'est que c'est pour imiter le renflement d'un pénis. Donc pourquoi faire? Oui. Donc c'est qu'en fait dans la culotte pour dans imiter la culotte. Donc en fait c'est un petit caoutchouc de même pas 2 cm qu'on met dans les petites culottes des petites filles pour justement imiter le renflement d'un pénis. Et en fait le but derrière tout ça, c'est pour diminuer la dysphorie de genre chez l'enfant. Mais vous allez me dire, mais comment un enfant de 5 ans peut connaître une dysphorie de genre ou même s'intéresser à la sexualité? Un enfant de 5 ans ne sait pas ce qu'est la sexualité, ne sait pas ce que c'est la transidentité, ne sait pas ce que c'est une dysphorie de genre. Donc c'est-à-dire que c'est les parents qui imposent ça à l'enfant, mais justement les parents, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va créer une dysphorie de genre réelle chez l'enfant. Expliquez juste, Johan, pour ceux qui ne savent pas, la dysphorie de genre. Une dysphorie de genre, en fait, c'est quand on est en détresse psychologique, c'est quand on ne se sent pas dans le bon corps. Voilà. Donc il y a une dysphorie de genre primaire, c'est-à-dire que c'est dès la naissance, mais c'est très très rare. Et il y a une dysphorie de genre secondaire. Voilà. Et là, en fait, c'est ni une dysphorie de genre primaire ni secondaire, c'est une dysphorie de genre qu'on impose aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant aujourd'hui, c'est ah chérie, t'as oublié ton petit pénis avant d'aller à l'école, il faut que tu l'aies. Enfin, ça, en gros, c'est ça. Mais du coup, l'enfant se pose des questions. Pourquoi ma maman me met ça dans ma culotte? Parce que moi, je me sens fille. Mais après, en grandissant, on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de taux de suicide. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les enfants sont biberonnés par le wokisme, sont biberonnés par les propagande LGBT, et c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que j'ai créé le collectif Eros. Et c'est pour ça que je l'ai fondé, parce que c'est pour justement enrayer tout ça, pour pas que ça arrive chez nous en France, parce qu'il faut pas oublier, Monsieur Berkoff, c'est qu'on a 10 ans de retard avec les États-Unis. Mais alors je comprends pas, c'est presque, enfin je ne sais pas si c'est un marché important ou pas, j'espère qu'enfin, en tout cas je souhaite qu'il ne soit pas important, mais peu importe. Est-ce que, alors parlons du collectif Eros justement. En fait c'est une espèce de réaction au wokisme, au transgenre, au politiquement correct, à la cancel culture, que vous avez voulu créer cela. Ça englobe un peu tout ça, parce que moi en fait quand j'ai commencé à faire du militantisme, j'étais seul. Et en fait moi j'ai introduit des clubs de drag queen dans des écoles, j'ai fait des actions, des happenings, et j'ai toujours agi seul. Et en fait, un peu partout en France, on m'envoyait des messages en me disant, moi, Johan, je t'adore, grâce à toi, moi, je suis homosexuel et je me sens enfin représenté par quelqu'un qui a les mêmes idées que les miennes. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas un collectif où on est plusieurs cette fois-ci, où tu n'es plus seul? Et en fait, moi, j'ai créé ce collectif-là, c'est pour lutter contre l'idéologie LGBT. C'est pour redonner la parole à cette majorité silencieuse, parce qu'on entend toujours sur le service public des homosexuels chez Quotidien, pour pas les citer, mais dans d'autres trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est complètement invisibilisés alors qu'on est majoritaire. On chosifie les homosexuels. On les met dans la même étiquette, dans le même sac. C'est ça. En fait, le problème, Monsieur Berkoff, c'est qu'aujourd'hui, on veut impérativement mettre des gens dans des cases. Tu es soit L, tu es soit G, tu es soit B, soit T. Moi, je suis Johan. Je suis certes homosexuel, mais je n'impose rien à la majorité. Et c'est ça, en fait, le but d'Eros. Et c'est aussi pour la protection des enfants. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là hier qui m'a scandalisé, je me suis dit, mais je suis obligé d'en parler, parce que il y a des choses comme ça qui se passent. Et après, on arrive sur notre sujet, mais pour moi, c'est un peu, excusez-moi, de la pédocriminalité. C'est que là, on sexualise un enfant, on met ça dans des slips de petites filles de 4 ans. Enfin, c'est quand même lamentable. C'est assez hallucinant. Et j'ai pas envie que ça arrive en France. Voilà. Et alors justement, donc vous, par rapport à ce que vous reprochez à LGBT, à ces mouvements, etc., c'est quoi exactement? C'est d'imposer à la majorité. En fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, regarder une série sur Netflix, on est obligé d'avoir un personnage qui coche toutes les cases, qui soient non-binaires, obèses, roux, enfin en vrai toutes les cases d'une minorité. Enfin et en fait aujourd'hui la majorité des Français n'en peuvent plus d'entendre tout ça, n'en peuvent plus de voir l'écriture inclusive par exemple dans des mails, n'en peuvent plus de voir des drag queens lire des histoires à des enfants en disant à des petits enfants de 4-5 ans qu'un homme et une femme n'existent pas. Et enfin c'est plein de choses comme ça, et pour moi c'est malsain. Alors oui, bien évidemment, de dire qu'un homme est enceinte peut tomber enceinte, ou un homme est enceinte, on l'entend, et pour moi c'est des discours qui sont hyper graves pour des enfants, pour la construction d'un enfant. Un enfant est une éponge, un enfant absorbe tout. Un enfant, on peut lui dire qu'un Père Noël existe, on peut lui dire que j'ai vu un éléphant rose, l'enfant de 4 ans va le croire. Donc un
enfant croit tout. Donc quand on dit qu'un homme et une femme n'existent pas, l'enfant, forcément, il va grandir instable. Voilà. Et en fait, cette idéologie, et c'est vrai que ça a pris des proportions assez fortes, c'est évidemment encore minoritaire, et l'impression, c'est que si vous contestez cela, vous êtes quoi? Vous êtes à la Freuréac, vous êtes... Pour vous dire, je suis homophobe. On me dit que je suis homophobe, alors je suis moi-même homosexuel, donc c'est pour vous dire. En fait, non, le problème, c'est que quand on ne va pas dans leur sens... En fait, c'est comme une secte. Moi, je vois les LGBT un peu comme une secte. C'est une religion, être LGBT. On mange LGBT, on dort LGBT, on vit LGBT. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est contre ces dérives-là, eh bien, on nous met des bâtons dans les roues, on essaie de nous faire taire. C'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement redonner la parole à des personnes comme moi. On est des milliers. Moi, je peux vous dire qu'au RN, il y a beaucoup de députés d'ailleurs qui sont homosexuels et aussi beaucoup d'adhérents au RN qui sont homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la menace aujourd'hui, c'était les lobbies LGBT et aussi l'islamisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement dire qu'on est plus seul. C'est que pour dire que voilà, moi, j'ai créé ce collectif-là pour vous aider. Parce qu'il y a des homosexuels comme moi qui souffrent et qui se sentent pas représentés par ces gens-là. Et vous vous sentez assez proche d'un collectif comme Némésis. Ah oui, beaucoup de médias disent que c'est un peu le petit frère de Némésis. Ouais. Alors Alice Cordier, c'est une très très bonne amie et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup soutenu dans ce projet-là. Et d'ailleurs, je lui apporte son soutien parce qu'elle est actuellement censurée sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, c'est exactement comme Némésis, c'est des actions qui va y avoir dans les prochains mois. On a fait une action à la Gay Pride pour le lancement d'Eros. On a été pris à partie par des antifas qui nous ont jeté de la farine, qui nous ont insultés. Moi, j'ai été frappé par une trans, c'est pour vous dire. Ouais. La police nous a escortés. Ils vous ont agressé. Ah oui, ils nous ont agressé. C'était hyper violent. J'en ai même parlé chez Jean-Marc Morandini. Enfin, c'est vraiment, c'est des personnes qui sont extrêmement violents. Alors que de base, c'était une marche pacifique où on devait brandir des pancartes pour dire que nous sommes contre ces dérives-là. Point. Mais à aucun moment on partait pour frapper des gens. Enfin, et par contre, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc c'est pour vous dire dans quel camp est la bien-pensance, du coup. Et alors, où est-ce qu'on peut, pour les personnes intéressées, on peut vous contacter comment Alors, le collectif Eros, donc on a un site qui a ouvert il y a un mois. Qui s'appelle Alors, collectif-eros.com. D'accord. Donc on peut recruter. Alors, on recrute justement des militants un peu partout en France. On a créé des groupes de cellules sur Lyon, Bordeaux, vraiment toutes les grandes villes. Et vous pouvez nous soutenir, nous aider pour nos prochaines actions parce que tout ça a un coût. Tout ce qui est achat de banderoles, achat de pancartes. Et donc voilà. Donc et sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on peut nous retrouver. Mais pour vous, est-ce que vous n'avez pas peur aussi de créer une autre encore minorité, etc. Est-ce qu'on n'avez pas peur de rentrer dans cette chosification, Johan Poher? Non, parce que pour moi, je me considère pas. Je suis issu d'une minorité, mais je sais que je suis largement soutenu par une grande majorité. Et en fait, le problème, c'est c'est pas un problème, mais c'est qu'il y a des hétérosexuels qui me soutiennent et beaucoup de ces personnes woke, LGBT et pro-gauche, justement incriminent les hétérosexuels qui dénoncent tout ça parce qu'ils disent qu'un hétérosexuel n'est pas légitime de parler de tout ça parce qu'il ne connaît pas la cause, il n'est pas concerné par la cause. Et bien moi, avec ce collectif-là, j'englobe aussi les hétérosexuels qui me soutiennent et qui disent moi, Monsieur Poher, je suis d'accord avec vous, d'accord avec votre collectif et j'ai envie de marcher avec vous. Donc oui, je fais partie d'une minorité, mais au final, je suis rejoint par une majorité de Français parce que le wokisme, tout ce qui est propagande LGBT, ça réunit quoi? Même pas 1% de la population française. Donc je sais très bien que j'ai vraiment la France entière derrière moi qui sont d'accord avec mes idées. Moi, je pense que les auditeurs qui nous écoutent là, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur le fait que mettre un micro-pénis en caoutchouc dans un slip d'une petite fille de 4 ans, c'est lamentable. Voilà. Espérons que ça n'arrivera pas en France. Enfin, tout est possible. Voilà. Mais... Donc j'espère et c'est pour ça que je vais travailler pour, en tout cas, pas tout seul. Tous les espoirs sont permis. Merci Johan Poher. En tout cas, vous avez entendu. Vous avez une réaction, vous voulez donner un témoignage sur ces abus des LGBT, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. On se retrouve après la pub pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Tous ces états. Alors il se passe des choses dans les parkings et un maire a trouvé la solution. Aurait trouvé la solution. Mais de quoi je parle? Eh bien, écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Patrick Juvet, où sont les femmes? Elles sont dans les parkings. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire dans les parkings? Tout le monde est dans les parkings. Non.
Vu ce qui se passe, vu les viols et les agressions et les tabassages de femmes, surtout dans les parkings, eh bien, François Grosdidier, le maire de Metz, souhaite que des places réservées aux femmes soient proposées dans les parkings de la ville. Parce qu'il y a eu, hélas, et pas seulement à Metz, des viols, des agressions, des horreurs, quoi, dans les parkings, voilà, notamment en août 2024, dans le parking Saint-Jacques au centre-ville de Metz, il y a eu une agression sexuelle là, en août, et donc il essaye d'installer des places de stationnement réservées aux femmes, voilà, le plus rapidement possible. Alors, en quoi consiste cette mesure? Alors, François Grosdidier explique. L'idée est de réserver les places les plus à proximité des entrées-sorties aux femmes, donc évidemment qu'elles n'aient pas trop à marcher dans le parking, pour qu'elles aient la distance la plus faible à parcourir dans un parking quand elles récupèrent leur voiture, surtout à une heure tardive. Voilà. Et donc, cette mesure, selon le maire de Metz, va être mise en place le plus rapidement possible. Bon, ça a été un peu fait au Luxembourg, alors... donc on a posé la question, ils sont allés poser la question, eh bien les gens disent oui, traverser un parking pour aller à la voiture, ça peut être stressant, l'idée n'est pas trop mal, mais combien de places seront créées? Mais moi je veux dire au-delà de ça, c'est vrai, ben, bien sûr, si on peut améliorer, si on peut sécuriser, si on peut rassurer. Mais le vrai problème, est-ce que ce n'est pas d'avoir des gardes à l'entrée du parking, des gardes qui voient, qui rentrent, etc. Ce n'est pas, alors en période de chômage, ce n'est pas d'assurer la sécurité et de sanctionner peut-être, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, ces bons petits personnages qui rentrent dans le parking pour casser, pour voler, pour violer, je dirais pas qu'ils sont assurés de l'impunité, mais enfin ils savent que bon, ils risquent pas grand-chose si on les attrape. Alors peut-être que assurer, d'accord, des places de parking réservées aux femmes. Mais enfin, est-ce qu'il ne faut pas surtout assurer la sécurité de tout le monde? Ah oui, mais ça, c'est pas possible. Ah bon? On est en France, dans un pays comme la France, donc il faut dire, on ne peut pas assurer la sécurité puisqu'on ne peut pas placer un policier derrière chaque citoyen. Oui, mais on peut quand même sécuriser un certain nombre d'endroits, non? On peut quand même augmenter ça. Et on peut surtout, quand quelqu'un est attrapé, ne pas le relâcher au bout de 48 heures, peut-être, s'il est surtout multirécidiviste ou autre. Non. Ben écoutez, pourquoi pas? Ben on va commencer par ça, mais pour vous dire que nous sommes en 2024, en septembre, dans un pays où il faudra réserver des places de parking aux femmes. Et demain, à qui? Voilà. Tout va bien dans ce cher et doux pays. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il ne viendra pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Salvatore Adamo, eh oui, tombe la neige. Alors, vous savez, vous avez entendu, donc, ça y est, victoire, la France accueillera les Jeux d'hiver 2030. Alléluia, joie, pleurs de joie, il est né, voilà. Il est né le divin enfant des Jeux Olympiques d'hiver après avoir accueilli les Jeux Olympiques d'été. Hein, on n'est pas les meilleurs? Oui, on est les meilleurs. Eh bien, il y a quelqu'un qui râle. Et qui râle, évidemment, c'est notre ami, notre grand ami, dont nous sommes tellement heureux d'acquérir les phrases, les saillies, les bons mots, les magnifiques. Donc, évidemment, Sandrine Rousseau, la débutée Sandrine Rousseau. Elle a fait un tweet, alors très très clair, simple. Elle a dit « Il n'y aura plus de neige en 2030 ». Et oui, elle a peut-être raison, je ne sais pas, nous sommes en 2024, on verra bien. Mais carrément, voilà, il n'y aura plus de neige en 2030. Et oui, rappelez-vous les écolos depuis 25 ans et les villes côtières qui devaient être noyées par les océans. Rappelez-vous le réchauffement climatique qui allait faire 3 milliards de morts. Hein, on a entendu ça. Certains auteurs de romans policiers dans les télés ou dans les radios. Tout ça allait s'effondrer depuis le Club de Rome, depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Eh bien là, Sandrine Rousseau,
Sandrine Rousseau perpétue la tradition. Il n'y aura plus de neige en 2030. Eh bien, écoutez, Sandrine, s'il n'y a plus de neige en 2030, je vous offre de déguster avec moi une bière dans un barbecue très patriarcal. Je suis sûr que vous adorerez cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Oui, d'accord, Jean Goldman. Enfin, on fait pas un bébé toute seule, vous savez très bien. Il y faut quand même quelques ingrédients, chimiques ou autres, quelques opérations. Mais, au fond, le mieux, c'est quand même de faire un bébé, je dirais pas à plusieurs, mais à deux, au moins à deux. Eh bien, il y a un sociologue qui a trouvé un truc formidable, parce que vous avez vu le taux de natalité, il est terrifiant, surtout en Europe, en Occident. Il faut rappeler que l'année 2024 pourrait être la plus faible en termes de natalité. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de naissances a chuté de 2,4% par rapport à 2023. 2,4%. C'est quelque chose de très, tout le monde parle, la démographie, le problème démographique qui est un problème essentiel, effectivement, et que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, il se pose partout. Alors, il y a certains qui veulent la dépopulation, mais d'autres qui s'inquiètent, et ils n'ont pas tort de s'inquiéter. Alors, un sociologue qui s'appelle Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences Po, et qui est ancien directeur des études de la Caisse nationale d'allocation familiale, eh bien, il a trouvé quelque chose. Il a dit, voilà, il faut que la CAF intervienne. La CAF, la Caisse d'allocation familiale. Eh ben, il faut que la CAF, fasse une campagne pour s'inscrire sur l'application de rencontre Tinder. Voilà, il a donné une interview et il souhaite un grand service public de la rencontre en complément au remplacement des sites comme Mythique ou Tinder, avec les créations de chèques pour financer les abonnements. Aujourd'hui, c'est entre 16 et 500 € par mois, et donner ainsi envie aux célibataires de s'y inscrire. Voilà. Pour ceux qui sont plutôt adeptes de la drague ancienne, les pouvoirs publics pourraient aussi soutenir les bars, restaurants et salles de sport qui organisent des moments de rencontre. Voilà. Vous savez que l'indice de fécondité étant 1,7, il était au-dessus de 2 jusqu'en 2012. Et ben voilà. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va subventionner Tinder, on va subventionner tous les autres, les mythiques, etc. Voilà, rencontrez-vous, et puis faites des enfants. Le problème, c'est que pour faire des enfants, il faut en avoir envie. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se rencontrer, les adeptes de Tinder et de Free? Est-ce qu'ils ont envie de faire des enfants? En tout cas, effectivement, peut-être que ça vaut le coup d'être tenté, que l'affaire peut être d'être tentée, mais encore une fois, subventionner. L'État devait devenir non seulement providence, mais accoucheur, mais maternité, etc. C'est vraiment intéressant. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est quelque chose qui est sorti, effectivement, dans le journal L'Express par donc le sociologue Julien Damon. Voilà, un chèque Tinder pour relancer la natalité. Est-ce que ça va aider ou pas? Ben écoutez, peut-être en attendant peut-être que si vous accordiez, avant de faire encore une fois une cascade de subventions, si vous accordiez des facilités aux mères, ou aux mères surtout bien sûr, ou aux pères, les congés maternité, les congés paternité qui existent déjà, mais surtout si vous aidiez les familles, si vous aidiez vraiment les familles, peut-être que ce serait pas mal ça. Et pas seulement les familles qui fabriquent des enfants uniquement pour la CAF, mais des familles qui fabriquent des enfants, qui font des enfants pour les élever, pour les aimer et en faire des citoyens, avant que effectivement la dépopulation n'atteigne les abîmes que l'on sait. Voilà, chèque Tinder ou pas chèque Tinder? Eh bien, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est la question. Et oui, si vous avez envie de réagir au coup de gueule du jour de André Berkov, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le Facebook Live. Dans la deuxième heure de Berkov, dans tous ses états, nous retrouverons Mohamed Sifaoui, l'auteur de Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste. Et nous parlerons plus du Hamas, justement. On a une révélation à vous faire à Sud Radio. En exclusivité, vraiment exclusivité, je dirais presque, en tout cas nationale, mais mondiale, nous connaissons le nom du Premier ministre, le nouveau Premier ministre de la France. Nous le connaissons. C'est une femme. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me racontez?
Mais oui, c'est elle la patronne, c'est elle la véritable patronne, personne ne vous le dira. Mais on n'a pas besoin de Premier ministre, enfin, mon cher président de la République. Vous avez déjà Ursula von der Leyen qui vous donne les instructions, qui vous dit ce qu'il faut faire. Elle est là, elle vient d'être élue, ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Et pour ce face-à-face, qui reçoit-on, chère Marie ? Alors, pour ce face-à-face, on reçoit Mohamed Sifaoui, l'auteur de Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste aux éditions du Rocher. Alors, Mohamed Sifaoui, déjà, vous attaquez et vous provoquez dès votre couverture. Hamas plongé au cœur d'un mouvement terroriste. Mais vous savez qu'un certain nombre de gens disent que ce n'est pas un mouvement terroriste. Alors, comme ça, vous prenez parti. Non, ils n'auront qu'à lire le livre pour avoir les éléments factuels, documentés, sans passion, sans subjectivité excessive, et des éléments à la fois historiques, idéologiques, qui sont contenus dans la littérature islamiste. Vous savez, les islamistes se fondent sur la traduction française d'un verset du Coran, qui dit, dans sa traduction française, « Et préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour terroriser vos ennemis et les ennemis d'Allah. » Je cite. Donc beaucoup de terroristes disent, oui, mais nous sommes des terroristes parce que Dieu nous a demandé d'être des terroristes. Cette même traduction, dans le Coran, disent-ils, oui, c'est ça. Non, cette même traduction est différente, oui. Selon les positions soit extrémistes, soit totalement apaisées de ceux qui traduisent le Coran. D'autres traductions disent qu'il est écrit, le mot arabe est traduit par « Et préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour effrayer vos ennemis et les ennemis de Dieu ». Oui, pas terroriser, mais effrayer. Et non pas terroriser, effrayer, ce que certains théologiens estiment comme étant de la dissuasion. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat théologique. Mais pour vous dire que il y a, et j'ai eu l'occasion d'enquêter sur des mouvements qui disent clairement, oui, nous terrorisons pour faire avancer notre point de vue. Donc ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, et je le vois et je le lis régulièrement, c'est que même lorsque les terroristes assument ce qu'ils sont, nous avons de belles âmes parfois qui ne sont ni musulmanes et qui ne connaissent encore moins la religion musulmane, ni le monde musulman, qui vous disent non, ce n'est pas vrai. Alors, et ça, c'est toute l'histoire qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Je me rappelle, pendant la guerre civile algérienne, les GIA faisaient des revendications pour dire nous avons tué des gens. Le groupe islamiste armé. Il y avait des gens en France qui disaient déjà, il y a une trentaine d'années, non, c'est pas eux qui ont tué. Et donc pourquoi ? Parce que la France est un pays qui est très dogmatique, qui devient de plus en plus dogmatique, où ceux qui sont dans le débat public sont très idéologisés et ils prennent quelques largesses avec les vérités, ou avec la vérité. Alors y compris avec le factuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très grave pour la démocratie, parce qu'on peut, évidemment, l'opinion est libre, le commentaire aussi, mais les faits sont têtus. Ouais. On ne regarde plus le réel, on regarde, j'ai ma perception de réel, c'est ça qui compte, beaucoup plus que le réel lui-même. Absolument. Alors justement, Mohamed Sifaoui, vous avez un travail, je l'ai lu, et vous avez vraiment un très gros travail, un travail très approfondi sur ce mouvement et ce qu'il empêche, je crois que ce qu'il contient et ce qu'il entoure. Et je crois qu'il serait bon pour nos auditeurs de rappeler, en tout cas je renvoie le livre, je le recommande ce livre, parce que c'est un livre fort, c'est un livre qui vous donne beaucoup de clés sur ce qui se passe. On ne peut pas rappeler ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dernier, que ce soit dans les kibboutz israéliens ou après à Gaza, complètement ou presque complètement rasé. Enfin, tout ce qui se passe avec cette violence, cette haine. Comment c'est né le Hamas ? En fait, c'est quoi le Hamas exactement ? Comment c'est né ? Comment c'est apparu ? Le Hamas est apparu véritablement une vingtaine d'années avant sa naissance officielle. Beaucoup le savent, officiellement. Tous ceux qui suivent ce mouvement vous diront que le Hamas est né en 1987. En vérité, la naissance officielle du Hamas a été annoncée en 1987, mais les 20 années qui ont précédé cette naissance officielle, c'est-à-dire dès la fin de la guerre des 6 jours, dès 1967, il y a eu l'émergence à Gaza de ce qui était appelé littéralement le mouvement islamique.
Et ce mouvement islamique... Qui date de 67, donc. Qui date de 67. C'est progressivement le Cheikh Yassine, le fondateur officiel du Hamas, le principal fondateur du Hamas, a créé un mouvement à l'intérieur de Gaza après la guerre des 6 jours où il a commencé par l'action sociale, il a commencé par faire construire un certain nombre de mosquées, un certain nombre de centres culturels, un certain nombre de diriger un certain nombre d'associations, notamment des associations sportives, et il a mis en place toute une architecture idéologique pour assurer un maillage du territoire de Gaza, pour faire du prosélytisme, endoctriner. Et avec aussi de l'aide sociale, de l'aide alimentaire, etc. Il a commencé à récupérer de l'argent. Et il a visé d'abord les camps de réfugiés, les premiers camps de réfugiés qui sont à Gaza, et il a commencé à faire un travail social visant la jeunesse de ces lieux. D'ailleurs, si l'on observe attentivement, véritablement, cadre par cadre, terroriste par terroriste, figure par figure du mouvement islamiste Hamas, on se rendrait compte de la chose suivante, qui est encore une fois factuelle, c'est que la majorité des plus radicalisés qui sont, par exemple, dans les branches armées, notamment les brigades Al-Qassam, sont des gens issus des camps de réfugiés. La plupart de ceux qui passent à l'action armée sont des gens qui sont issus des camps de réfugiés. Les autres viennent des autres villes, c'est plutôt des autochtones gazaouis sur plusieurs générations, etc. Et donc, si vous voulez, le Cheikh Yassine a d'abord commencé à créer l'architecture idéologique, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, l'architecture idéologique du Hamas avant de passer à la seconde étape. En fait, il a créé l'écosystème. Absolument. C'est ça. L'écosystème est une très bonne expression. Effectivement, il a créé un véritable écosystème dans ce territoire de 365 km², tant et si bien que lorsque 2 ans après la création du Hamas en 1989, donc 2 ans plus tard, les Israéliens commencent à voir, les Israéliens, on en reparlera peut-être, ne voyaient pas d'un mauvais œil la naissance de ce mouvement islamiste, parce que ils ont fait l'erreur que tous les Occidentaux faisaient à l'époque, c'était de penser qu'en laissant émerger ce mouvement islamiste, et des mouvements islamistes à travers le monde, ils allaient fragiliser les mouvements nationalistes. Et donc, ils ne voyaient pas d'un mauvais œil l'émergence de ce mouvement islamiste. Mais en 1989, ils comprennent que ce mouvement est dangereux et qu'il est violent, qu'il est fortement antisémite. Donc ils essayent de le décapiter. Comment ils vont procéder? Ils arrêtent le Cheikh Yassine, première arrestation, après la création du Hamas, parce qu'il avait été arrêté quelques fois auparavant, mais arrestation importante en 1989, et ils arrêtent 450 cadres de l'organisation. Plus 1500 militants. C'est-à-dire que, imaginez une organisation qui est née 2 ans, même pas 18 mois auparavant, vous arrêtez son principal fondateur, vous arrêtez 450 de ses cadres, normalement vous décapitez. Et là, les Israéliens se rendent compte que malgré toutes ces arrestations, près de 2000 personnes en tout, le mouvement continue d'exister, continue de fonctionner. Pourquoi? Parce que avant de rendre public sa naissance officielle, le Cheikh Yassine avait, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement créé cet écosystème qui a 20 ans avant, gangréné toute la bande de Gaza, 20 ans auparavant, doctement, par politique des petits pas, quand on veut expliquer à cette société occidentale qui veut aller vite, qui pense que tout va vite, etc., la politique des petits pas des frères musulmans, la stratégie sur le temps lent... Si vous voulez, pour moi, le Hamas, ce qui est en train de se passer à Gaza depuis déjà plusieurs années, est un laboratoire, est un exemple type de ce que j'ai pu voir ailleurs, à la fois de l'émergence du mouvement islamiste dans un territoire donné et, je dirais, sa montée en puissance. Quand vous regardez la chronologie, depuis la guerre des 6 jours, c'est-à-dire 20 ans avant la naissance officielle du Hamas, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 57 ans précisément, pendant ces 57 ans, le mouvement islamiste n'a cessé de croître dans la région, tant et si bien qu'il est devenu aujourd'hui celui qui incarne ce qu'on a longtemps appelé la cause palestinienne et celui qui phagocyte totalement cette cause palestinienne qui a été largement islamisée. Alors justement, c'est intéressant parce qu'il faut rappeler ça aussi.
comment le Hamas a littéralement, je ne dis pas liquidé, il y avait l'autorité palestinienne, Yasser Arafat au départ, l'OLP, oui, exactement, l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, etc., et Yasser Arafat et Mahmoud Abbas ensuite, mais on se rappelle, enfin certains se rappellent des images, l'autorité palestinienne, quand les Israéliens quittent Gaza en 2005, c'est bien ça, 2005, c'est ça. L'autorité palestinienne, ils pensaient que l'autorité palestinienne allait prendre le pouvoir. Or, ils ont été liquidés. Comment il se fait que l'autorité palestinienne n'a pas du tout, ou n'a pas voulu contenir le Hamas? Non, d'abord, moi je pense que les Israéliens savaient pertinemment que l'autorité palestinienne était incapable de contenir le Hamas à Gaza. Je dis bien à Gaza. Ouais, d'accord. Parce qu'il n'y a pas mieux qui connaît Gaza et son territoire et sa réalité sociologique que les Israéliens, qui ont été longtemps présents, militairement. Lorsque Ariel Sharon décide de se désengager unilatéralement en 2005, il veut le faire sans négocier avec Yasser Arafat, qui était son meilleur ennemi. Et il ne voulait pas lui faire le cadeau de dire Israël va faire une concession en vous donnant Gaza, et répondre ainsi d'ailleurs à une clause qui était dans les accords d'Oslo en 1993. Et donc il se désengage de façon unilatérale, contre l'avis d'ailleurs d'une partie de sa classe politique, et très vite, il y a ces fameuses élections. Pourquoi le Hamas participe à ces élections? Je me souviens très bien des débats que j'avais eus moi-même à l'époque avec un certain nombre d'acteurs en France et en Europe, que j'estime véritablement très naïfs, parce que dès le moment où le Hamas décide de participer à un processus électoral, vous avez des gens qui, du jour au lendemain, vous expliquent que le Hamas est un mouvement sympathique et voire démocratique qui accepte de participer à des élections. Mais si un mouvement islamiste accepte de participer à des élections, c'est parce que généralement il sait qu'il va gagner. Et c'est pour se légitimer, pour entrer dans une lessiveuse, justement, pour sortir de ce cadre dans lequel les démocraties, à juste titre... Blanchiment démocratique. Absolument. Et c'est pour ça que les gens... J'essaie de faire un peu de pédagogie, pardon, en toute modestie. Il ne faut surtout pas faire... Il faut surtout ne pas avoir la confusion et apprendre à faire la différence entre un processus électoral et une démocratie. La démocratie ne se résume pas à un processus électoral. Il y a beaucoup de partis détestables de toutes les tendances, qui sont antidémocratiques et qui participent... élu démocratiquement en Allemagne. C'est l'histoire qu'on connaît le mieux, mais il y a d'autres cas dans l'histoire qui montrent que des partis, y compris islamistes, participent à des élections. Ça ne les rend pas pour autant démocrates. Donc à partir du moment où le Hamas va prendre le pouvoir à Gaza, il va s'opérer, il va mettre en place une stratégie pour écarter d'abord son ennemi intérieur, le Fatah, et l'OLP historique. Et l'écarter violemment, je crois. Très violemment. On oublie de le rappeler, c'est que le Hamas a tué énormément de Palestiniens, et le Hamas liquide généralement tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Et quand il ne les liquide pas, il les ampute, ou il crée chez eux un handicap. Il y a par exemple chez les gens du Hamas une punition qui s'appelle l'handicap permanent. C'est qu'ils tirent une balle juste derrière le genou. Pour justement, et donc pour ceux qui sont déjà rendus à Gaza, handicapés à vie, quoi. À Gaza, quand je m'y étais rendu, j'avais vu des gens qui étaient handicapés. On m'avait expliqué que c'était le Hamas qui leur avait tiré dessus. Bref, donc si vous voulez, c'est un mouvement totalitaire, ça ne fait aucun doute. Ce sont ces textes qui le disent. Les textes, et notamment la charte du Hamas, vous dit que le Hamas est une organisation totalitaire, c'est une organisation misogyne et homophobe, ça ne fait aucun doute. Donc ça, je réponds aussi un peu à toutes ces organisations néo-féministes, à toutes ces organisations qui se revendiquent, des mouvements LGBT qui soutiennent aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, le narratif du Hamas. C'est un mouvement incontestablement antisémite, c'est un mouvement qui est contre toutes les organisations humanistes, c'est un mouvement qui est un ennemi déclaré de la laïcité, c'est écrit noir sur blanc dans ses textes, c'est un ennemi de la démocratie, c'est écrit noir sur blanc dans ses textes, c'est un ennemi de la paix, parce qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne veulent pas de négociation de paix, parce qu'ils veulent tout simplement, c'est écrit et c'est dit, et c'est répété des dizaines de fois, il n'y a que,
quelques hurluberlus, je dirais, dans le débat politique qui ne savent pas que le Hamas ne veut rien d'autre que la destruction de l'État d'Israël. Oui. Et eux-mêmes l'assument. From the river to the sea, comme ils disent. Oui, c'est ça. Enfin, c'est leur slogan. Du fleuve à la mer. C'est leur slogan et c'est leur objectif. C'est pas seulement un slogan. C'est un objectif qu'ils mettent en place et qu'ils ont mis en place il y a longtemps et qu'ils essayent d'appliquer autant que possible. Alors, on va en parler après une petite pause. Mohamed Sifawi, le Hamas... de quoi de Hamas est-il le nom? Le livre que vous venez de publier. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Berkov, reçoit Mohamed Sifawi, auteur du Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Si vous avez une question à lui poser, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Alors justement, Mohamed Sifawi, on parlait du Hamas, de cette espèce de raconter, enfin cette aventure très spéciale, mais qui est là, et cette aventure totalitaire dont vous parlez. Et au fond, je voudrais arriver à ça. Vous rappelez la charte du Hamas qui dit effectivement, c'est très clair. C'est pas comme c'est votre position, c'est tout la mienne, qu'il faudrait arriver un jour à 2 nations effectivement coexistant pacifiquement, parce que je crois que c'est la seule solution. Aujourd'hui, on en est très loin, sinon aux antipodes, mais enfin bon. Et est-ce que, franchement, qu'est-ce qui fait... Et justement, je voudrais, avant de parler de l'opinion publique occidentale ou des opinions publiques occidentales, quelles qu'elles sont, parce qu'on a vu ce qui se passe dans les campus américains, français, anglais et ailleurs, qu'est-ce qui a fait que dans le monde arabe, en revanche, où il y a évidemment beaucoup de lip service comme les Américains, on dit oralement des tas de choses, en fait, le monde arabe n'a pas tellement bougé. Et je pense que le monde arabe ne bougera pas. D'abord parce que dans le monde arabe, on sait encore faire la différence entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et il n'y a pas que le monde arabe qui n'a pas bougé. La Cisjordanie n'a pas bougé. Ça n'a échappé à personne. Pourquoi Yahya Sinwar, le chef du Hamas et le concepteur en chef des attentats et des pogroms du 7 octobre, appelle son opération le déluge d'Al-Aqsa? Parce qu'il pensait vraiment provoquer un déluge, c'est-à-dire des attaques qui viendraient... Que tout le monde arabe oui. C'est ce qu'il a espéré. Et d'ailleurs, le premier message que lancera Mohamed Daïf, le chef des brigades El-Qassam, le 7 octobre dans l'après-midi, c'était de dire et d'appeler, y compris les Palestiniens de la diaspora, à passer à l'acte là où ils vivaient. Y compris... en Occident, ailleurs, partout. Ouais. C'est un message qui est passé inaperçu, ou qu'on a voulu faire passer sous silence, parce que tout simplement, évidemment, ça a échoué, fort heureusement, que l'attaque, y compris venant du sud Liban, a été minime, parce que les premières attaques qui ont été menées, c'était pas le Hezbollah, c'était des cellules du djihad islamique et du Hamas qui sont installées au Liban. Ensuite, le Hezbollah a pris le pas, mais c'était sur un territoire. Et le Hezbollah avec précaution. Faut avec le rappeler, précaution, parce que justement, le Hezbollah aujourd'hui a, contrairement à ses vociférations, une peur bleue d'une guerre ouverte, parce qu'il voit très bien ils ont bien compris que lorsque vous menez une guerre existentielle contre un État qui risque de disparaître s'il ne se défend pas, il risque de vous transformer votre pays en parking à ciel ouvert. Alors ça m'amène à une question quand même très importante, à qui finance le Hamas? Alors on dit, et vous en parlez aussi dans votre livre, qu'il y aurait 2 financiers principaux, l'Iran et le Qatar, dans cet ordre ou pas dans cet ordre. Mais en même temps, on voit très très bien, et vous le dites aussi, que l'Iran se sert de là. Alors ils disent qu'ils veulent éliminer ce petit Satan d'Israël, le Hezbollah aussi, le Qatar, je ne sais pas, mais on a l'impression que eux, c'est plus pour sauvegarder les régimes, alors que le Hamas, lui, et je voudrais revenir à ça, lui, il veut vraiment éradiquer. C'est-à-dire, il faut que la Palestine soit entièrement
entièrement, effectivement, arabo-musulmane. Mais est-ce qu'il veut aller plus loin? Est-ce que le Hamas, au fond, est-ce que c'est un mouvement nationaliste palestinien, ou au fond, il veut la Oumma, le monde arabe, la Oumma islamique, ou pas? C'est quoi Dès le départ, le Hamas s'est inscrit dans la logique des frères musulmans, c'est-à-dire une action globale, mais lui, il joue sa partition locale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne comment fonctionnent les logiques des frères musulmans. Ce qui est demandé à la mouvance des frères musulmans, c'est que chacun agisse sur son territoire. Quitte à ce que son territoire soit sa ville, sa commune, son quartier, etc. Donc ce qui est réclamé des membres des frères musulmans, c'est d'agir sur leur territoire. Donc ce qui est réclamé d'une certaine façon du Hamas, c'est que le Hamas joue sa partition localement. Mais en jouant sa partition localement, Hamas, affilié à la pensée des frères musulmans, s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large, celle de la mouvance islamiste dans son ensemble. Alors, même si le Hamas, aujourd'hui, n'a pas organisé des attentats en dehors de ce territoire proche-oriental, et il n'est pas moins vrai qu'il a soutenu à la fois des actions terroristes qui ont eu lieu ailleurs, qu'il a soutenu la montée des frères musulmans dans d'autres pays. On rappelle que, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles la Syrie de Bachar al-Assad se brouille avec les frères musulmans, c'est parce que tout simplement les frères musulmans soutiennent les frères musulmans palestiniens, et notamment le Hamas. Khaled Mesh'al, à l'époque chef du bureau politique du Hamas, soutient les frères musulmans syriens au moment du printemps arabe. Et donc, voilà, voilà, c'est bien, c'est la sirène, c'est la sonnette d'alarme. C'est une application qui donne des alertes sur les bombardements sur le territoire israélien. D'accord. Et donc, comme je les ai suivis en temps réel. C'est bien, voilà. Vous suivez en temps réel. Donc, pour revenir à cela, Mohamed Sifawi, on va après prendre une petite pause, mais auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reviens juste un peu au financement. Aujourd'hui, les commanditaires, c'est toujours le Qatar et l'Iran? C'est l'Iran en 1 et le Qatar en 2. L'Iran a transformé le Hamas en proxy, c'est-à-dire en avatar, en bras armés. La guerre par procuration. Exactement. C'est ce que veut l'Iran, ce que veulent les mollahs iraniens, c'est prendre en étau d'abord Israël avec un axe violent, terroriste aux frontières sud, représenté par le Hamas, et ne l'oublions pas, par le djihad islamique, qui est le deuxième groupe important islamiste palestinien, et dans les frontières nord, par le Hezbollah et les autres factions. Mais pas seulement, puisqu'il y a un certain nombre de milices chiites, financées, armées et soutenues par les gardiens de la révolution, à la fois en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad, mais aussi davantage en Irak, une cinquantaine de milices civiles sur place, en Irak, pour, d'une certaine façon, parfaire ce fameux arc chiite, comme on l'appelle, qui est évidemment complété par les Houthis au Yémen. Mais là, ils ont surmonté le conflit, enfin ces conflits, en tout cas, la rivalité chiite-sunnite, puisque le Hamas est sunnite, c'est un mouvement sunnite. Oui, mais depuis plusieurs années, en fait, les frères musulmans, dès les années 70, avant même la révolution iranienne, ont tissé des liens avec les mollahs. Mais ce ne sont pas des liens dogmatiques, religieux, ce sont des liens politiques, stratégiques, pragmatiques. Ouais. Et par la suite, lorsque les mouvements islamistes sont nés à Gaza, le premier groupe qui a tissé des liens extrêmement forts avec les mollahs iraniens, ça a été le djihad islamique, dès le début des années 80, puisqu'il est né à ce moment-là. Et ensuite, le Hamas, un peu plus tard, prenant, je dirais, comme c'est ce que les dirigeants du Hamas disent, ayant été délaissés par leur soutien sunnite traditionnel, et notamment l'Arabie Saoudite, notamment l'Égypte et un certain nombre d'autres acteurs, ils se sont tournés, disent-ils, vers les Iraniens. Et les Iraniens les soutiennent maintenant financièrement, militairement
et je dirais même au niveau du renseignement, en plus du Qatar qui les soutient pour d'autres raisons. Et un troisième acteur aussi, il ne faut pas oublier, c'est la Turquie, parce que la Turquie d'Erdogan, qui est très proche de la pensée des frères musulmans, apporte aussi un soutien politique et propagandiste également au Hamas. S'agissant du Qatar, c'est pas tant pour chercher la destruction d'Israël, c'est pour compter, je dirais, pour compter dans la région comme étant un acteur comme joueur de central, évidemment capable de contrôler plus ou moins le Hamas. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de dirigeants du Hamas, dont Ismail Haniyeh qui a été liquidé récemment, habitent, je dirais, sous les fastes du régime qatari. Absolument, ce qui me posait certains paradoxes. On continue juste après cette petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui Mohamed Sifawi, auteur du Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, un livre paru aux éditions du Rocher. Vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez réagir aussi sur notre Facebook Live. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Mohamed Sifawi pour parler de son livre Le Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et alors justement, parlons d'aujourd'hui, parlons de ce qui s'est passé, parce que effectivement, on est encore totalement dans ce chapitre-là, un chapitre pas très gai, c'est le moins que l'on puisse dire, depuis le 7 octobre. Et aujourd'hui, en fait, Mohamed Sifawi, on voit très 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 bien que l'armée israélienne est en train dans Gaza, qu'il y a eu effectivement je ne sais, alors les uns disent massacre et les autres disent vengeance, les Troyens, enfin toujours est-il que Gaza est à moitié rasé, sinon aux 3/4, qu'il y a eu de l'autre côté, et c'était dans les kibboutz les plus pacifistes et qui voulaient absolument l'accord avec les Palestiniens, il y a eu ce massacre ou ce qu'on appelle certains pogroms avec plus de 1000 personnes, 1500 personnes. Et aujourd'hui, on a l'impression que, je ne dis pas que les positions sont figées, mais qu'on est toujours un peu dans le même rapport de force qui ne bouge pas. Et au fond, est-ce que c'est une apparence ou véritablement, au contraire, pour vous, il bouge ? Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'attaque, il ne faut pas l'oublier, a été entourée d'un élément très important pour le Hamas, c'est les prises d'otages. Oui. Les otages est un axe stratégique pour le Hamas. Ils le savaient, parce que dès le départ, ils savaient qu'à travers les otages, ils allaient pouvoir libérer un certain nombre des leurs, des terroristes. Bien sûr. Et à travers les otages, ils allaient réussir à monnayer leur propre survie. Parce que ce que recherche aujourd'hui le Hamas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, ce n'est pas sauvegarder la vie des Palestiniens. Non. À vrai dire, quand on connaît un peu le territoire de Gaza, quand on a été sur place, j'ai été sur place, quand on discute avec les Palestiniens, et quand on écoute et on lit, et on voit ce que disent les cadres du Hamas depuis le début, la vie des Palestiniens, de leurs compatriotes, c'est véritablement le dernier de leurs soucis. D'ailleurs, toute la bande de Gaza est endoctrinée autour de la thématique de la martyrologie, du sacrifice, etc. Et ce sont des termes qu'on écoute à ce jour. D'ailleurs, on a vu des témoignages de mères palestiniens qui disaient si mon fils meurt, c'est très bien. Oui, mais ça parce qu'ils sont endoctrinés de toute façon dans la martyrologie et dans le discours victimaire. Et donc, le Hamas savait, en prenant des otages, qu'il allait réaliser cette situation. Les otages, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à la réaction de Benjamin Netanyahou et de l'armée israélienne. D'entrée, effectivement. Ils pensaient que ça allait être comme en 2009-2014 et toutes les opérations passées, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'échanges de tirs, qu'il va y avoir quelques morts, que la communauté internationale va se mobiliser, qu'elle va faire pression sur les Israéliens et qu'à un moment donné, la guerre va s'arrêter, que le Qatar va donner de l'argent à la reconstruction et que cet argent ne sert pas uniquement à la reconstruction, mais à construire notamment des tunnels. Les tunnels, c'est un autre axe stratégique qui permet au Hamas d'agrandir sa capacité. Et vous avez découvert l'extraordinaire immensité des tunnels, quand même, qui était impressionnante. On a aujourd'hui des estimations qui disent alors entre 500 et 700 kilomètres de tunnels, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. On peut pas. Et donc surtout dans un petit territoire comme celui-ci.
Et donc, aujourd'hui, la situation semble figée. Elle n'est pas si figée que ça. Il y a un véritable blocage. Ce que le Hamas veut, c'est créer des divisions encore et encore au sein de la société israélienne pour faire tomber, si possible, le gouvernement Netanyahou et voir si, à partir de cette déstabilisation politique en Israël, elle va pas permettre de sauver le soldat Hamas. Et c'est ce que font les Iraniens, c'est ce que fait le Hezbollah, c'est ce que fait aussi le Qatar, parce que tous ont investi sur le Hamas énormément et tous seraient très embêtés de voir cette organisation qui est devenue un pion pour un certain nombre d'États, je dirais, voyous, comme l'Iran, et disparaître. Or, de l'autre côté israélien, la décision ferme, irrévocable et non négociable, et on la comprend de la part de Benjamin Netanyahou, et je dis on la comprend alors que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de critiquer, dont j'ai eu l'occasion de critiquer la politique. Oui, parce que là aujourd'hui, il a totalement une position, raison. On vous dira comment vous défendez Netanyahou. Mais d'abord, je ne défends personne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand je défends généralement des valeurs et des principes. Et la troisième chose, je défends une réalité, une vérité qui est là. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Israéliens ne pourront jamais vivre en paix si, en tout cas leur frontière sud, s'il y a une organisation terroriste. La folie furieuse de la politique israélienne en 2005-2006, c'était déjà de permettre à une organisation terroriste de diriger un territoire. Et aujourd'hui, les Israéliens veulent, après le traumatisme du 7 octobre, réparer cette erreur monumentale, stratégique, en prenant la décision ferme et définitive de ne plus laisser le Hamas ou le djihad islamique diriger la bande de Gaza. Voilà pourquoi il y a ce côté qui peut apparaître, qui peut donner l'impression d'une démarche jusqu'au boutiste, non réfléchie, de vengeance, etc. Mais quand on regarde attentivement, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une émission, donc je vais le redire, pour que les belles âmes ne soient pas encore choquées, ou si elles doivent être choquées, ben tant pis pour elles. Quand on connaît la démographie à Gaza, quand on connaît la densité démographique, quand on connaît les villes et les camps de réfugiés à Gaza, quand on connaît l'instrumentalisation de la vie humaine par le Hamas, quand on connaît leur capacité à utiliser les civils comme boucliers humains, quand on connaît les méthodes d'emploi de l'armée israélienne, qui parfois prévient et d'autres fois ne prévient pas lorsqu'ils lancent des missiles. Ils préviennent lorsqu'ils détruisent des infrastructures, et ils ne préviennent pas lorsqu'ils liquident des chefs terroristes. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on connaît tout ça, eh ben, je puis vous assurer que même si je mets, je dirais, un grand bémol autour de la propagande du Hamas qui annonce un chiffre, qui est celui d'une organisation terroriste, 40 000 morts, je puis vous assurer que c'est peu par rapport à ce qui aurait pu être. Si on était dans une logique, comme prétendent certains, de génocide, de vengeance, etc. Tout ça est faux et ce n'est pas étayé, on serait à des chiffres beaucoup plus grands. Parce que d'abord, l'armement côté israélien est, croyez-le, très puissant. Et côté, je dirais, la densité démographique fait que vous pouvez tuer des dizaines de milliers par jour. Non, mais un génocide, c'est une connotation précise. On ne peut pas employer les mots n'importe comment, n'importe quoi. Et justement, parce que les gens emploient les mots n'importe comment, qu'on arrive aujourd'hui à brouiller totalement une réalité. La réalité, c'est que d'abord, l'État d'Israël, qu'on le veuille ou pas, est en train de mener une lutte antiterroriste. Et je dis encore davantage. Moi, pourquoi je prends cette position qui peut parfois surprendre, etc. Parce que j'ai réglé tout dilemme dans mon esprit de la manière suivante. Quelle que soit la légitimité de certaines revendications palestiniennes, je n'oublie pas qu'elles sont incarnées aujourd'hui par une organisation terroriste islamiste. Et quelle que soit la critique que je m'autorise à formuler à l'égard des politiques israéliennes, je n'oublie pas qu'Israël reste une démocratie. Et lorsqu'une démocratie mène une lutte antiterroriste contre un groupe fasciste, totalitaire, extrémiste, qui ne respecte ni la vie humaine, même pas la vie de ses propres enfants, je ne réfléchis pas plus de moitié d'une seconde pour trancher. Je veux dire, Mohamed Sifawi, quand on vous dit oui, mais regardez, l'armée israélienne, ils bombardent, regardez le nombre, même si on discute sur le nombre d'enfants, de femmes tuées, etc. Mais bien sûr que c'est malheureux. On a tous nos émotions, mais je suis désolé. Moi, je suis là.
non pas pour étaler des émotions. Je suis d'abord écrivain, j'ai une formation en sciences politiques, je connais la géopolitique, je fais un travail de terrain, j'ai été reporter de guerre, je ne suis pas là pour faire pleurer les gens, je suis là, mon métier, c'est d'informer. C'est d'abord d'informer, de décrypter, d'expliquer et de donner des éléments pour que les gens, en toute connaissance de cause, puissent se faire leur opinion et leur analyse. Si je dois susciter les émotions, ça veut dire que je ne respecte pas le public. Ça veut dire qu'en démocratie... C'est pas votre métier, et c'est pas à vous qu'on demande... D'abord, c'est pas mon métier, mais ce n'est le métier de personne, en vérité. Faire pleurer dans les chaumières, c'est malheureux, évidemment. C'est terrible ce qui se passe. Alors, je vais le dire encore et encore. Et puis, juste un mot. C'est dramatique, c'est dramatique de voir des femmes et des enfants mourir. Mais moi, ça me fait de la peine en tant que père, en tant que personne humaine, en tant qu'homme, en tant que citoyen. Oui, alors dans ma sphère privée, si les gens veulent savoir, ça me fait de la peine pour tout le monde. Sauf qu'à la différence, ça me fait de la peine pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, ça me fait de la peine pour un Israélien. Vous ne faites pas l'indignation à Je géométrie variable. n'ai pas d'indignation à géométrie variable, ni la condamnation à géométrie variable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je reprends ma casquette de journaliste, d'écrivain, etc. Je dis la chose suivante, c'est que c'est une guerre contre le terrorisme. Cette guerre a été voulue, que ce soit ces derniers temps, que ce soit historiquement, d'abord par les Arabes, ensuite par les islamistes, qu'on le veuille ou pas. Ils n'ont jamais, à part à un moment de l'histoire qu'on a appelé les accords, on a appelé ça les accords d'Oslo, ils n'ont pas voulu. Et toutes les propositions qui leur ont été faites. Encore moins les islamistes qui disent clairement qu'ils ne veulent pas de paix. Donc, une fois que les islamistes vous disent, donc c'est un mouvement totalitaire qui vous dit je ne veux pas de paix et je veux détruire cet État qui s'appelle Israël. Donc il crée une situation de conflit qui devient une situation de guerre sur le long terme. Vous avez un État qui est en train de jouer, je dirais, sa survie. C'est un combat existentiel. Alors qu'il y ait des excès, qu'il y ait des choses qui sont critiquables, je n'en disconviens pas. Mais qu'on veuille délégitimer totalement la lutte antiterroriste que mènent les Israéliens, c'est d'abord d'une indécence extraordinaire. C'est comme si, après le 13 novembre, on avait dit à la France, au gouvernement français, à l'armée française, non, ça serait mal de bombarder Raqqa en Syrie et de causer quelques pertes civiles. Mais bien sûr... Et nous ne parlons pas de Dresde en Allemagne en 1945, etc. Dresde et même la Normandie, beaucoup de Français totalement innocents ont été tués par les armées alliées pendant les bombardements qui ont suivi qui ont précédé plutôt et suivi le département. Mohamed Sifawi, on va continuer à parler, mais je crois que nous avons une auditrice. Oui, alors Daniel. Une auditrice, Daniel, qui nous appelle de l'Aveyron, mais nous la retrouverons juste après cette petite pause de publicité. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons des auditeurs ou des auditrices. Oui, nous avons deux auditrices qui vont nous poser des questions, mais d'abord Daniel de l'Aveyron. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien. Très bien, merci beaucoup d'avoir retenu mon appel. Monsieur Sifawi, je suis ravie d'entendre tout ce que vous nous dites là. Ma question est la suivante. On a parlé tout à l'heure du financement du Hamas et du soutien. On a parlé de l'Iran, du Qatar, de la Turquie. Et moi, je m'interroge sur la position de la communauté européenne. Parce qu'il me semble bien qu'on verse des aides financières, en tout cas à Gaza, mais donc au Hamas. Et donc, ma question est de savoir, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a même d'autres pays qui financent, dans le monde, qui financent aussi le Hamas? En tout cas, en ce qui me concerne moi, en tant qu'Européenne, mais surtout en tant que Française, ce sont mes impôts et je ne comprends pas que nos gouvernants vivent dans un tel paradoxe. On combat la misogynie, on combat l'homophobie, on essaye de défendre les libertés, la liberté d'expression, et en même temps, on en viendrait aussi à financer un mouvement comme celui-là qui est contre la laïcité, etc. Voilà, donc c'est ma question. Alors Mohamed Sifawi, merci Daniel. Monsieur Berkov, en tout cas, bonne rentrée à toute votre équipe. Merci. Merci madame. En fait, la France, comme l'Union européenne, considère le Hamas comme une organisation terroriste. C'est inscrit
dans ces listes officielles qui mentionnent le nom de toutes les organisations terroristes. Donc à ce titre, il n'y a jamais eu de financement direct. En revanche, il y a eu des financements indirects qui ont touché ce que l'on sait, l'université islamique de Gaza, qui était dirigée et commandée par le Hamas, et un certain nombre d'associations qui je dirais, se cachaient, qui n'assumaient pas leur positionnement à l'égard du Hamas, et un financement de l'UNRWA, qui est l'instance créée par les Nations Unies pour soutenir les réfugiés, et dont on a appris qu'elle était largement infiltrée par le Hamas. Je pense que, d'abord, sur l'université islamique de Gaza, il y a eu évidemment des polémiques et des débats qui ont fait que aussi bien les universités américaines qui les finançaient que les instances européennes ont appris à faire le distinguo entre l'autorité palestinienne et le Hamas, mais il a fallu du temps. S'agissant de l'UNRWA, je sais que l'Union européenne et la France ont continué leur protocole à financer l'UNRWA, y compris après le 7 octobre. C'est un financement par an. Donc, alors après, est-ce que l'année prochaine, ce financement se poursuivra ? On verra bien. Nous avons aussi Chantal, je crois, c'est ça ? Oui, Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Monsieur Sifaoui. Bonjour madame. Alors moi déjà je précise, je ne suis ni juive ni palestinienne. Donc j'essaye d'avoir une pensée déjà pour tous les civils qui sont morts le 7 octobre et tous les civils qui sont morts après le 7 octobre. Et je voudrais avoir une pensée particulière aussi pour tous les journalistes qui étaient dans la bande de Gaza, qui ont été tués parce qu'ils faisaient leur travail. Alors moi, ce qui me dérange beaucoup, Israël, il ne vit pas sa survie, c'est Netanyahou qui essaye de sauver sa tête. Il y a quand même beaucoup de manifestations en ce moment en Israël. Déjà, avant le 7 octobre, il y avait énormément de manifestations. Le Hamas a été quand même une organisation qui a été élue. Après, attention, le 7 octobre est un acte terroriste, il n'y a pas de problème. Maintenant, du moment, le terrorisme, c'est quand on touche des populations civiles. Donc le 7 octobre, c'est un acte terroriste. Israël, pour moi, n'est pas un État terroriste. Par contre, Netanyahou est un terroriste. Parce que quand on parle de 40 000 morts, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus pour avoir quand même d'autres informations. Alors, monsieur Sifaoui, malheureusement, moi, un mort, c'est un mort de trop. Qu'il soit israélien ou palestinien. Ok, Chantal, Mohamed Sifaoui va vous répondre. Écoutez, c'est votre point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. C'est que d'abord, le Hamas, je l'ai expliqué, a instrumentalisé un processus électoral. Le Hamas est une organisation terroriste qui a tué aussi des Palestiniens, historiquement, qui tue, par exemple, les homosexuels, qui tue tous ceux qui lui expriment un désaccord. L'actuel chef du Hamas, Yahya Sinwar, avait été condamné par un tribunal israélien à plus de 400 ans de prison. C'est leur système judiciaire qui veut ainsi, c'est un peu à l'américaine, donc à la perpétuité, parce que il avait notamment tué ou fait tuer une douzaine de Palestiniens. C'était même pas pour des Israéliens qu'il avait été condamné. Donc, moi je suis quand même étonné d'entendre aujourd'hui en France des gens nous expliquer que c'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste. C'est pas parce qu'il a tué des civils que c'est un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste par son idéologie. Déjà. Ça le dit Chantal, elle est d'accord. Non mais c'est important de le préciser. Ouais. S'agissant de monsieur Netanyahou, vous avez votre point de vue, je le respecte, il n'y a aucun problème. J'ai eu l'occasion de critiquer Benjamin Netanyahou des dizaines de fois. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est fort possible qu'il essaye de sauver sa tête politiquement, mais il mène une lutte antiterroriste légitime. Que cette lutte antiterroriste provoque aussi des morts civiles, oui, il faut le déplorer, mais c'est la guerre. Je veux dire, il n'y a que ceux qui n'ont jamais assisté ou vu la guerre directement qui s'étonnent lorsqu'on lutte contre un État voyou ou lorsqu'on lutte
contre un groupe terroriste, il y a toujours des morts civiles. Alors il y a un mot malheureux qui est utilisé, c'est dommages collatéraux. Je l'aime pas trop, mais c'est ainsi. Je veux dire, quand la France participe à la guerre du Golfe contre Saddam Hussein, il y a beaucoup de civils irakiens aussi qui sont morts. Quand la coalition internationale après le 11 septembre participe à la guerre contre les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan, et j'y étais pendant les bombardements, le 7 octobre, ça a commencé le 7 octobre, en octobre 2001, j'étais présent. Donc il y a eu des civils aussi qui sont tués. Malheureusement, les guerres provoquent des pertes civiles. Voilà. C'est quelque chose, c'est un très gros débat qui va continuer en tout cas. Je vous recommande le livre de Mohamed Sifawi, Hamas. Il explique beaucoup de choses après. Faites-vous vous-même votre opinion. Liberté, liberté, chérie. Je le dis toujours.